Survol, bonsoir. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Votre présence a du sens parce que vous incarnez une vision de la gestion publique de l'eau qui parle à beaucoup d'entre nous. Une vision où l'eau n'est pas un produit mais un bien commun et un droit fondamental. Si nous avons souhaité vous inviter, Monsieur le maire, c'est parce que votre présence et votre expérience à Grabel montrent qu'une autre manière de faire est possible. Vous avez prouvé qu'une régie publique peut être efficace, transparente et surtout au service des habitants. Et ça, c'est précieux. Ici, à Lunel, nous sommes face au même défi. Préserver une ressource qui se fragilise, garantir l'accès à tous et redonner du sens à la gestion publique. Nous ne sommes pas là pour faire de grands discours théoriques, nous sommes là pour comprendre, apprendre et imaginer ce qui pourrait être demain une gestion de l'eau qui respecte notre territoire et ses habitants. Votre retour d'expérience, vos réussites, mais aussi les obstacles que vous avez rencontrés vont nous aider à avancer avec lucidité et ambition. Merci encore d'avoir accepté cet échange et merci à toutes les personnes présentes pour leur engagement, leur écoute. Nous avons beaucoup à apprendre ensemble et encore plus à construire. Très bien. Je précise aussi, alors, parce que bon, on connaît le maire, mais aussi monsieur l'économiste, on va dire professeur d'économie, économie sociale, c'est ça? Économie. Économie. Donc Survol aussi écrit beaucoup. Ce qu'il aime faire, c'est transférer son savoir dans ses livres. Et donc à la fin de cette réunion, c'est son dernier livre, hein, Une autre ville est possible, une expérience municipale. Donc il dédicacera pour ceux qui l'intéressent son dernier ouvrage. Je vous invite à le lire, à lire les différents ouvrages qu'il a pu écrire, parce que M. Survol est aussi un homme engagé depuis très longtemps politiquement, notamment au parti de gauche aujourd'hui, et avec l'illustre personnage que tout le monde connaît, Jean-Luc Mélenchon. Oulala, après cette présentation. Bonjour à tous, salut aux amis que je connais de longue date, à d'autres que je découvre aujourd'hui, et très heureux d'être ici à Lunel. Donc c'est incroyable. Vous savez que vous avez le local le plus beau de toutes les campagnes de France de la francophonie. Voilà. En plus, il est gratuit, c'est ce qu'on m'a dit, donc c'est incroyable. Donc nous, à Grabel, dans les cafés, tout ça, on a l'air pas malin. Bon, et bravo. En plus, vous avez tête de liste, une chance inouïe, tu es avec un mec qui s'appelle Gagne. Oui, c'est ça. Incroyable. On va faire des jeux de mots à l'infini. Voilà. Dans ma liste, à moi, j'ai un de mes meilleurs adjoints, il s'appelle Riche. Donc, pas bon, quoi. Je ne suis pas le Gagne, je vais lui dire. Bon, écoutez, à cette plaisanterie, c'est juste pour. Voilà, je suis très content d'être ici et on va parler. Je vais essayer de limiter mon propos à un maximum d'une demi-heure pour qu'ensuite on ait un échange au maximum. Donc, la question qui se trouve posée, c'est que j'ai été élu maire en 2008, et en 2008, on avait dans notre programme l'idée du retour en gestion publique de l'eau, qui sur Montpellier avait été confiée en 1988 par Georges Frêche à Veolia pour une délégation de service public de 25 ans. Aujourd'hui, la loi l'interdit, hein, mais là-bas, incroyable, 25 ans. Hein. Et on pourra y revenir pendant 25 ans, et il se vantait d'avoir pu obtenir un financement qui avait permis de financer en partie le quorum. En fait, Veolia avait payé de l'argent à Frêche, à la municipalité, et Montpellier avait construit le quorum avec ça. Aujourd'hui, tous ceux qui feraient ça iraient en prison. Hein. À l'époque, c'était possible. Mais en fait, Veolia n'a pas donné un sou. Parce que pendant 25 ans, tous ceux qui buvaient un verre d'eau payaient un peu le quorum, mais ils ne le savaient pas, en payant l'eau. Parce qu'il ne faut pas prendre Veolia pour des philanthropes. Hein, bon. Donc il y avait cette présence énorme de la multinationale de l'eau. Ailleurs c'est Suez, ailleurs c'est la SOR, c'est les trois grands, il y a d'autres petits autour qui tournent, mais il n'y en a pas plus de 6 ou 7 en France, et il y a surtout Veolia qui a la majorité, Suez la grosse minorité, la SOR il y a un troisième. Et c'est donc des multinationales dont on dit qu'ils font les travaux, non, ils gèrent, pas pareil, faire les travaux et gérer, c'est pas la même chose. Ils gèrent et ils encaissent. Voilà. Et voilà. Donc, ça fait très longtemps que j'étais partisan de la régie publique de l'eau. Je suis né avec, puisque
il y a eu une élection municipale, j'étais jeune, hein, 17 ans, non 16 ans, en 65, et à Grenoble. Et à l'époque, il y a eu un grand conflit, et la municipalité qui a gagné, qui était PSU à l'époque, ça n'existe plus ce machin, était partisan de la régie publique, et comme étudiant, on faisait campagne pour la régie publique, donc ça fait loin. Et ensuite, vous avez toutes les DSP qui sont installées avec la corruption, le maire de Grenoble-Carignan qui a fait de la prison parce qu'il avait été corrompu par Suez, et Grenoble est revenu en régie publique en 95, puis en 2001, il y a eu Paris, un événement majeur, et ensuite, le mouvement des régies publiques s'est développé, et on n'est pas les premiers à Montpellier, mais dans la région, on est toujours les premiers. Hein. Et on s'est battu pour ça. Donc en 2008, puisque on m'avait convaincu d'aller à une élection municipale, j'ai fait une liste citoyenne, et on avait dans notre programme la régie publique. On m'a dit, à l'époque, on n'y arrivera jamais, c'est pas possible, Frêche est contre, l'aglo est contre, donc vous pouvez rien, voilà, vous devez entendre ce genre de discours, voilà, c'est classique. On a dit, bon, on le met dans le programme, puis si les électeurs votent pour, on se bat pour. Alors, la compétence est passée à l'intercommunalité, hein, à l'agglomération à l'époque, comme ici d'ailleurs, c'est l'intercommunalité qui a la compétence. Et donc, on s'est dit, bah oui, mais l'intercommunalité, c'est rien d'autre que l'intercommunalité, c'est des communes qui sont ensemble. L'intercommunalité n'existe pas indépendamment des communes qui la constituent. Donc les communes doivent, c'est un des principes majeurs de mon bouquin, c'est la liberté d'administration des communes, l'article 72 de la Constitution. Donc on ne doit pas imposer à une commune ce qu'elle a décidé, sous prétexte qu'il y a une structure au-dessus qui est moins bien élue, elle est élue de manière indirecte, les choses. Donc voilà. Donc on a défendu ça. À ce moment-là, la métropole devait renouveler le mandat en 2014. Et je dis, ben voilà, 2014, il y a des élections. Le juge de paix, ce sera les électeurs. Donc on prend position, régie ou pas régie. Et on a commencé à partir de 2008 une campagne citoyenne avec beaucoup d'associations, notamment Au Secours 34, que vous devez peut-être connaître, et qui ont mené campagne, etc. Et nous, étant à la mairie, eh ben c'est simple, on a dit, on va organiser un référendum. Voilà. Un référendum qu'aujourd'hui vous appellerez RIC, n'est-ce pas, référendum citoyenne. Le préfet m'appelle et dit, une fois que j'ai publié le truc et tout, vous n'avez pas le droit de faire un référendum. Pourquoi? Je dis, parce que vous n'avez pas la compétence eau, c'est l'agglomération qui doit faire le référendum s'ils veulent faire un référendum, et il faut un an de préparation, machin, c'est très compliqué le référendum aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut une nouvelle loi pour le RIC. Et mais je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je lui ai dit, c'est pas un référendum. Il me fait, ah bon? Je dis, non, c'est une votation. Alors, il m'a fait, ah bon, voilà. Donc on a organisé la votation. Alors la votation, il y a Gabriel Amar qui est venu faire une réunion publique à l'époque, il était représentant de cette bataille. Et j'ai fait une réunion publique, alors pendant le débat, j'étais le maire, donc j'étais neutre. J'ai dit, moi j'ai des opinions, mais il y a quelqu'un qui va défendre la régie publique, il y a quelqu'un qui va défendre la délégation privée. On a fait un bulletin dans lequel il y avait la moitié pour l'un, la moitié pour l'autre, et puis dans les débats, sur le terrain, on a défendu la régie publique. On est passé au vote. Alors, qui a voté? Tous les gens qui ont un compteur d'eau. Donc, y compris les non-électeurs, c'est-à-dire les gens qui sont étrangers non-Union européenne, avaient le droit de vote. Les jeunes de plus de 16 ans avaient le droit de vote. On a appliqué nos principes. On est libre, c'est une votation. Donc, on a appliqué nos principes. On a fait le vote. Le corps électoral a été constitué. C'était passionnant, c'était en 2013. Et on a eu un peu plus de 50% de participation. Je vous rappelle qu'aux dernières municipales, en 2020, il y a eu 36% de participation. Donc là, une élection inconnue de tous, les médias ne parlaient pas de nous, il fallait aller voir les gens avaient autre chose à faire, etc. On a fait un référendum qui a duré une semaine. On a mis ça sous l'autorité de personnalités anciennes du village, qui avaient un grand respect, et qu'on respectait parce qu'on savait qu'il n'y aurait pas de truanderie. On a fait le vote. Et le résultat du vote est tombé. 95% pour la régie, 5% pour la DSP. Et j'en étais sur le cul. Parce que, en fait, je me suis dit, comment expliquer ça? Parce que je vous signale, à Gravel, il n'y a pas 95% qui votent pour les filles. Donc il y a entre 27 et 35% à chaque fois.
Voilà, et puis quand il y a une élection où il y a LFI contre n'importe qui d'autre, on gagne au second tour, aux élections politiques, j'entends. Mais municipales, voilà, il n'y a pas que LFI dans ma liste, c'est ouvert, il y a plein de sensibilités de gauche, etc. Bon, voilà. Mais moi, je ne cache pas mon identité, du tout. Mais bon, c'est quand même une configuration de village à 9000 habitants, c'est pas une grande ville. Et j'ai discuté avec les gens et des vieux que je connaissais, dont je sais qu'ils votent à droite, hein, bon, voilà. Dont certains ne votent pas pour moi, je le sais. Parce qu'ils m'ont dit, t'es bien sympa, mais t'es trop rouge. Bon, ok, très bien. Bon, parfait. Ils m'ont dit, ah mais l'eau, il faut que ça reste à la commune. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très important pour nous, parce que ça signifie que le bien commun, vous pouvez toucher un public voilà, qui va au-delà de l'étiquette, qui va au-delà de l'appartenance politique, qui va au-delà du soutien politique. Je veux dire, pour faire ça, je suis prêt à aller avec vous, alors que sur le plan politique, ils peuvent voter autrement. Il y a des gens qui votaient RN, qui ont voté pour ça. D'accord? Parce que l'eau, quand même, c'est la vie, c'est essentiel. Et puis les gens, les vieux me disaient, mais avant c'était à la commune. Oui, avant c'était à la commune. Donc il y a cette histoire. Nous, chez nous, on a, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça ici, on a les bugadières, hein, en occitan, c'est les lavandières en occitan, qui lavaient le linge depuis 1630 dans mon village, pour les belles personnes de Montpellier, qui séchaient sur la garrigue, et ça a été une source de revenus pour le village. D'accord? Mais ils se sont battus pour que l'eau avec laquelle ils lavaient le linge soit gratuite et que le Seigneur ne le fasse pas payer. Et en 1789, ils ont envahi le château. Bon, le Seigneur a tourné, a dit oui, l'eau est gratuite, comme ça, il n'a pas eu la tête coupée, ça allait. Mais il y a une histoire, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une appartenance historique. L'eau, c'est ce qui fait vivre une ville. Il faut retrouver ça, c'est fondamental. Donc voilà, on a gagné. Donc à ce moment-là, je me suis aperçu que dans l'élection municipale de Montpellier, pouf, tous les uns se prononçaient. Alors il y avait non seulement une liste de la gauche radicale qui était pour la régie publique de l'eau, mais pouf, la droite était pour la régie publique de l'eau, Sorel s'est dit pour la régie publique de l'eau. Le dernier qui n'était pas pour la régie publique de l'eau, c'était le PS. Bon, voilà, c'est la vie, c'est ça. Bon, il l'a payé, cher, il s'est battu. Et quand on a été élu, bon, Sorel, qui n'est pas du tout ma tasse de thé, nous téléphone, il nous dit, je veux faire une régie publique de l'eau, c'est toi qui l'as défendue, est-ce que tu veux la faire? Alors j'ai dit, d'accord, mais je te préviens, dans la discussion de l'agglomération, ça s'appelait encore agglomération, d'agglomération, moi je suis libre, je ne serai pas d'accord avec tout le reste, on aura des débats. Il me dit, je m'en fous, parce que Sorel il est un peu bon. Et il dit, je m'en fous, t'occupes de la régie publique. Donc j'ai pris en charge le dossier, et on a fait la régie publique. Voilà, c'est pour vous expliquer, ça c'est le premier point, c'est la démocratie de l'eau. Il faut s'appuyer sur le vote de la population, il faut s'appuyer sur sa mobilisation, parce que les robinets coulent chez tout le monde. D'accord? Et c'est une chose auquel ils sont sensibles. Par exemple, ils sont très intéressés, les gens, par la qualité de l'eau qui coule à leur robinet. Ils entendent des choses à la radio, des machins comme ça. Hein. Bon, déjà qu'on ne peut plus prendre de lait pour bébé infantile, là, les machins. Ouais. Bon, si on ne peut plus boire de l'eau, comment on fait? Bon, c'est compliqué. Et surtout, vu le prix de l'eau en bouteille et son caractère anti-écologique, l'eau du robinet doit être valorisée, puisque vous savez que l'eau du robinet, c'est à peu près 0,1% du prix de l'eau en bouteille. C'est bien moins cher. Et l'eau du robinet est parfois bien meilleure que l'eau en bouteille, parce qu'il n'y a pas de particules de plastique qui rentrent dans l'eau. Voilà. Donc, et puis ensuite, votre bouteille plastique, quand vous l'avez vidée, ça pourrit tout le milieu. Donc, il faut valoriser l'eau dans sa qualité. Bon, on s'est retrouvé avec ça. Donc maintenant, deuxième aspect, vous allez, là, il faut savoir quand est-ce qu'est la fin de la délégation. Je crois qu'elle est bientôt. Chez vous, on m'a dit ça l'autre jour, mais j'ai oublié la date. Et à la fin de la délégation, il faut que l'intercommunalité se prononce sur le retour en régie. Et vous pouvez les coincer avec le référendum. Parce qu'en face, vous allez voir des maires, des machins qui vont en réception de... C'est quoi, c'est la SOR ici, c'est quoi? C'est qui? Veolia, c'est Veolia. Veolia a les moyens, il s'est invité les maires à des réceptions, des machins comme ça. Donc les mecs, ils veulent pas fâcher, etc. Donc, ah non, tu sais, puis nous on sait pas faire, alors on viendrait, voilà, c'est compliqué, machin, ça. Je leur dis très bien, ben, on fait un référendum, on fait un débat, on prend 2 mois, 3 mois, on débat, puis à la fin c'est les gens qui votent. C'est dur de dire non à ses concitoyens. C'est dur de dire non, on vote pas. Hein. Donc c'est une possibilité. Ensuite, il faut argumenter. Alors le premier argument qu'ils avancent, souvent, c'est « Ah là là, vous allez confier l'eau à des fonctionnaires. Ils n'y connaissent rien.
On a besoin d'ingénieurs, de techniciens, d'électromécaniciens, de hydroélectriciens pour faire ça. Bon, on dit ça aussi. Bon, voilà. Et puis, de plombiers, quoi. Bon. Et donc, cet argument pèse dans la population. L'idée de confier, quand vous dites un fonctionnaire, on pense tout de suite quelqu'un derrière un bureau avec un stylo, je veux dire, ou un ordinateur. Ça fait peur, lui confier l'eau quand même, c'est pas sérieux. Bon. Eh bien, c'est faux. Parce que celui qui sera embauché ne sera pas fonctionnaire dans une régie publique. Ah, il n'est pas fonctionnaire. La régie publique, depuis 1926, avant c'est pas le cas, parce qu'avant il y avait des régies partout, donc celles qui sont constituées avant, par exemple à Gignac, il y a une régie qui date du 19e siècle. Ils l'ont gardée. Donc c'est la municipalité qui le gère, ils ont le droit. Directement, c'est en régie directe. C'est donc les fonctionnaires. Mais dans les mairies, il y a des fonctionnaires qui sont ingénieurs, il y a des fonctionnaires qui sont techniciens, il y a des fonctionnaires qui sont... qui savent faire des trucs, c'est débile comme truc. Mais bon, c'est interdit par la loi depuis 1926 de gérer en régie directe l'eau. Vous devez la gérer en régie autonome. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle a l'autonomie financière. C'est un établissement public, industriel et commercial, un EPIC. Il est public à 100%. Il n'y a pas de part, il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Il est public. C'est la collectivité qui met en place un EPIC. C'est donc une industrie publique. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a dedans des ingénieurs, des chefs de bureau, des directeurs, des plombiers, des hydroélectriciens, il y a tous les métiers. D'accord ? Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils gèrent l'eau de la ressource jusqu'à la facturation chez le citoyen. Alors parfois ils divisent, hein. Vous avez des fausses régies qui sont au-dessus, puis en dessous c'est les entreprises privées qui font tout. Nous on fait tout. C'est-à-dire qu'on part de l'extraction, on a une chance inouïe à Montpellier, c'est qu'on a la source du Lez. Non pas le Lez, la source qui est avant le Lez. Il y a un ensemble aquifère magnifique, alors en ce moment c'est plein à craquer partout. Hein. C'est la bonne année, il faut boire l'eau cet été, hein, parce que après il en manquera, mais voilà, mais là on a de l'eau. Voilà. Et donc on la prend, on l'amène dans une usine, parce qu'elle est très bonne, pour la sélectionner, enlever le sable, etc., qu'il y a dedans, faire qu'elle soit de bonne qualité. Elle part dans des tuyaux, elle est distribuée partout, elle arrive chez les gens. Et les gens, ils payent l'eau. Or, la loi précise que l'eau paye l'eau. C'est-à-dire que le budget de l'eau ne peut servir qu'à l'eau. Ce qui n'est pas, par exemple, le coup de fraîche, là, de 88, l'eau ne peut pas servir à fabriquer un quorum, quoi. C'est pas possible. Donc, très souvent, l'eau, j'ai lu ça dans un manuel de gestion, il disait l'eau c'est une vache à lait. J'aime bien une vache à lait, ça veut dire qu'on se fait du fric avec et on investit ailleurs. C'est pour ça qu'avant, avant Veolia, ça s'appelait Vivendi, machin, de l'eau, ils tiraient des bénéfices, avec ça, ils investissaient dans la télé, le cinéma, ou dans des trucs rentables, le pétrole, etc. L'eau était une sorte, et les communes faisaient pareil. On prenait de l'argent de l'eau, puis on l'investissait dans les rues, ou dans un théâtre. Donc, c'est désormais interdit, depuis 1992. C'est impossible. D'accord ? L'eau doit payer l'eau. Et c'est une bonne chose. Ça signifie que vous payez votre facture, si vous regardez sur votre facture, et là, tout cet argent doit être réinvesti dans l'eau. Ok ? Donc, c'est encore plus justifié d'avoir un contrôle public. C'est une manne financière. L'eau, en France, est excédentaire. Il n'y a pas de déficit. C'est pas comme l'État, c'est pas comme tout le reste, si vous voulez. Tout est en déficit, sauf l'eau. Okay ? Donc ça les intéresse, les grandes entreprises. C'est un marché juteux, ça veut dire, voilà. Et ça les intéresse. Donc, il faut bien avoir cette conscience-là. C'est un établissement public, industriel et commercial. Et donc, ils sont gérés par le droit du travail privé. Ok ? Ce qui fait que ils ont plus d'avantages parfois que les fonctionnaires. Parce que lui, je sais qu'il était syndicaliste, donc ils savent conquérir des trucs. Quoi. Les CGT de Veolia, c'est pas des tendres. Hein. Ils ont conquis des trucs importants. Quand ils sont passés à la régie, on leur a gardé tous les avantages. Sinon, ils n'y passaient pas. Parce que c'était impératif qu'ils passent. Voilà, chez nous. Et maintenant, ils ne veulent plus repartir. Hein, parce qu'on a changé la culture d'entreprise. C'est la même chose. Et puis, il n'y a pas d'actionnaire chez nous. Mais je reviendrai après. Voilà, c'est très important de bien comprendre que c'est un établissement public, industriel et commercial. À ce moment-là, vous avez le choix entre deux statuts.
soit vous faites une régie avec simple autonomie financière, ce qui est obligatoire, mais ça signifie que c'est l'assemblée délibérante, pour vous le conseil intercommunal, c'est une agglomération ici. Oui, ouais. Le conseil d'agglomération qui votera tout. Bon, pourquoi pas? C'est très lourd, c'est très très lourd à gérer. Et puis surtout, c'est une gouvernance directe des élus. Bon. Et donc, nous, avec Gabriel Amar et toute la bande, on défend l'idée d'une régie publique à autonomie financière, bien sûr, mais à personnalité morale. C'est-à-dire qu'il a une autonomie aussi juridique. Pourquoi? Parce que là, c'est très encadré par la loi. Le conseil d'administration est composé de deux grandes parties. D'un côté, les représentants des élus, qui sont obligatoirement majoritaires, ce qui est normal. Le suffrage universel doit garder la main. Hein. Et l'autre moitié, qui est une petite moitié, c'est composé d'associations environnementales, associations de consommateurs, et nous à Montpellier aussi, c'est important, de personnalités de la recherche, parce qu'il y a beaucoup de recherches universitaires, scientifiques, et on n'est que 2 régies à l'avoir fait en France, des représentants du personnel élus avec voix délibérative. Il y a des endroits où ils sont élus, mais consultative la voix, les gars, d'accord? Là, délibérative. Ça signifie que les représentants du personnel participent des décisions de gestion. Et puis parfois, ils sont pénibles, hein. C'est important de les avoir. Voilà. Donc c'est très intéressant de choisir la personnalité morale. Voilà, j'espère ne pas être trop technique, ça va? Non, non, bien sûr. Donc ça c'est important. Non, mais quand on est sur un truc, parfois on ne fait pas attention. Mais voilà, ça c'est un point important. Donc à partir de là, la régie publique, elle est d'abord, comment dire, plus écologique. C'est-à-dire que automatiquement, ce qui domine pour nous, c'est pas vendre plus d'eau. Voilà. On n'a pas pour objectif de faire un chiffre d'affaires supérieur. On a même l'objectif inverse. On voudrait vendre moins d'eau. Oui, on veut vendre moins d'eau. Parce que la ressource se raréfie. Et qu'il faut conserver la ressource pour les générations futures. Donc on vend moins d'eau. Là, par exemple, je suis très content avec tout ce qu'on a fait. On est arrivé à une baisse de la consommation des ménages de 3,5%, alors qu'à Montpellier, j'ai 6 000 habitants de plus par an dans la métropole. Malgré ça, ça baisse. Ça, c'est les campagnes, puis c'est notre nouvelle tarification, c'est un point que j'aborderai tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose de plus écologique parce qu'on a la ressource en perspective. Donc, par exemple, moi, quand je suis arrivé aux responsabilités, j'ai été traumatisé par le fait qu'on n'avait pas de ressources d'appoint. Elle était insuffisante. Si, dans le tuyau qui part des Mattel, au-dessus de Saint-Gély, là-bas, dans la source, et qui vient à Arago, en face du CNRS, sur la route de Mende, le tuyau pète, j'ai une journée. J'ai 500 000 habitants qui n'ont pas d'eau après. C'est une grosse merde. Donc il faut une usine de secours. À Paris, une usine de secours. À Toulouse, une usine de secours. À Grenoble, une usine de secours. À Lyon, une usine de secours. Ils ont tous une usine de secours. À Montpellier, c'est con, ils n'ont pas fait d'usine de secours avec Veolia. Tu vois? Donc on construit une usine de secours. Avec quoi? La même que vous d'ailleurs. Vous avez une usine de secours. Mais elle n'est pas que de secours d'ailleurs. Elle contribue. C'est une usine qui vous fournit, on prend l'eau dans le canal du Rhône, dans BRL. On la traite, elle demande à être beaucoup plus traitée que l'eau de la source, parce qu'elle est lourde dans certains éléments, mais elle est tout à fait, à la fin, très bonne, potable. Et on a fait cette usine, qui s'appelle Vallée d'eau, et on l'a fait tourner à 10%, parce qu'elle fournit les zones autour, etc. Et si un jour, je veux par exemple nettoyer complètement les citernes, et refaire toute l'infrastructure, enfin ce ne sera pas moi, ce sera le suivant, en 10-15 ans, quelqu'un veut refaire toute l'infrastructure, et qu'il faut couper l'eau pendant une semaine, ben, ça y est, j'ai l'autre. Ouais, tu vois, il faut être secouru. Ou si j'ai un changement climatique, si j'ai une pollution dans la source de l'eau, si nous arrive ce qui est arrivé à Perpignan dans les PO, et qu'on traverse 50 sécheresses de malades, et que la ressource s'épuise, on meurt. Oui, on meurt si on n'a pas d'eau. D'accord? Donc, il fallait cette ressource. Donc, vraiment, ce qui domine dans une régie, c'est la préservation de la ressource. Voilà, c'est très important. Ce qui domine aussi, c'est la préservation de la qualité. Regardez Perrier. Pas besoin de... C'est pas leur problème, hein. Donc là, ils ont été coincés, d'accord?
La qualité, ce qui fait qu'on a des contrôles indépendants, séparés, avec l'État, qu'on les demande. Par exemple, vous avez ces fameux PFAS, on ne va pas revenir là-dessus, c'est compliqué, les fameux PFAS. Donc la loi oblige, à partir du 1er janvier on est en 2026, voilà, 1er janvier 2026, toutes les collectivités à faire le contrôle. Alors certaines ont eu des dérogations, ils n'étaient pas prêts. Nous, quand j'ai vu que ça allait venir, avant la loi, on le fait depuis 2022. Depuis 2022, on contrôle les PFAS. Alors, on n'a pas de PFAS en amont, mais on en a dans le Rhône. Et donc là, le traitement des PFAS est très difficile. Mais on voit que ça ne dépasse pas les normes, donc on fait attention, etc. On a des traitements spécifiques pour en enlever certains, parce qu'il y a plusieurs types de PFAS. Donc la qualité de l'eau est quelque chose d'essentiel, et dans la population, c'est très sensible. C'est très sensible. Je voudrais insister sur ce point. Un des problèmes que se pose une régie, c'est comment mobiliser les citoyens sur l'enjeu de l'eau. Hein, c'est le problème, il faut qu'ils s'en occupent. Surtout si vous faites un référendum. L'eau qui rentre dans la maison, ils sont très attentifs. Parce que l'eau, c'est quelque chose qu'on incorpore. Donc tout ce qu'on incorpore, on est très attentif. Par contre, tout ce qui sort de nous, on s'en fout. On tire la chasse. Et donc c'est important l'assainissement, c'est pour ça que je insiste là-dessus. J'ai fait un petit sondage à Gravel. Quelle eau vous buvez, d'où elle vient, quelle est sa qualité, etc. 90% des réponses étaient positives. Les gens savaient répondre. Ils avaient une connaissance de l'eau qui coule à leur robinet. Est-ce que vous savez où vont les eaux usées quand vous tirez la chasse? Alors il y en a qui répondaient dans les égouts. Je dis ok, les égouts, voilà, ok. Et les égouts, ils vont où? Je sais pas. Je sais pas. Comment sont traitées les eaux dans les égouts? Je sais pas. Ils s'en foutent. Et c'est normal, ce que je veux dire. Les gens se foutent de ce qui sort, qui n'aura pas d'effet sur moi. Immédiat. Or, c'est un enjeu considérable, le traitement des eaux usées. Lunel, 1347. La peste noire. Lunel a été ravagée. Interrogez les vieux historiens là, du coin. Lunel a été ravagée. Toutes les villes ont été ravagées. Marseille, c'est la moitié de la population qui a disparu. Hein. La lutte contre les épidémies passe par l'épuration des eaux usées. C'est un enjeu sanitaire, donc pas qu'écologique, vous voyez, sanitaire. Le traitement des eaux usées. Donc, j'ai mis, alors, en 2014, on n'a fait que l'eau potable. Quand est arrivé les eaux usées, je me suis aperçu que techniquement, on n'y arriverait pas. Et ça aurait été un fiasco. Et après, ils auraient repris le dessus. D'accord? Donc j'ai dit, on fait que l'eau potable. Donc j'ai fait une DSP, quand on ne peut pas faire autrement, tu fais une DSP. J'ai fait une DSP la plus courte possible, 7 ans. J'ai fait une DSP de 7 ans. Ça se joue en 2015, voilà. Et quand la DSP est arrivée à la fin, bon, entre-temps, Sorel est devenu macroniste, il m'a viré, donc je n'avais plus de responsabilité. Et puis à partir de 2020, j'ai candidaté pour m'occuper à nouveau de l'eau, et j'ai posé comme condition qu'on prenne l'assainissement. Bon, Delafosse a hésité un certain temps, puis après il a dit oui, et donc le conseil métropolitain a discuté, et à l'unanimité on a pris l'assainissement. Donc on a maintenant une grande régie eau, assainissement sur la métropole, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très important. Donc, le traitement de ces eaux usées, c'est un enjeu. Alors en plus, avec les eaux usées, vous avez deux filières, une filière eau et une filière boue. C'est-à-dire quand ça arrive là, c'est dégueulasse, il y a un premier traitement, je ne détaille pas, il y en a pour 3 heures, mais il y a la filière boue, on la sèche au maximum, et soit, actuellement on l'envoie dans du compost, mais ça va être interdit à partir de l'année prochaine, on ne pourra plus utiliser en compost. Donc on commence à la brûler, voilà. Et avec, on crée de l'électricité et on chauffe 7000 ménages. Voilà. Donc c'est à un prix qui est la moitié du prix du chauffage des autres. Voilà. Donc la boue, il faut la traiter. Parce que c'est une source, donc la dépolluer et la traiter. Alors il faut voir ce que c'est, hein, l'incinération des boues. Il y a ça d'incinération et il y a ça de filtre. D'accord? Qui sont nettoyés régulièrement, donc ça pollue rien du tout. Et puis, de l'autre côté, il y a la filière eau. Et actuellement, l'eau qui est traitée, elle part dans un émissaire et ça va 10 km en mer. Vous savez combien de mètres cubes? 28 millions de mètres cubes par an. Elle n'en a pas besoin, la mer. Hein. Elle monte toute seule, on n'a pas besoin de rajouter. D'accord? Donc,
c'est mieux qu'on peut en faire d'autres. Donc on se lance dans un processus de réutilisation des eaux usées une fois traitées pour en faire une ressource primaire. Et par exemple, le nettoyage des rues se fait avec de l'eau potable, les braves gens. Bon, donc il faut qu'on nettoie les rues avec de l'eau usée traitée. Alors voilà, c'est compliqué, s'il y a des questions, après je reviendrai là-dessus, mais c'est très intéressant. Et l'objectif que je me suis fixé, à l'horizon 2030, c'est qu'on en consomme 1 million de mètres cubes sur les 28. Déjà, c'est une montagne, mais on va y arriver. Je veux que toutes les villes du sud, Pérols, Latte, tous ces bleds, le sud de Montpellier, tout ça, les camions viennent prendre l'eau et hop, c'est nous qui nettoyons. C'est la commune qui nettoie. Donc elle peut très bien imposer ça, au lieu d'ouvrir la borne d'eau potable. Et si vous enlevez 1 million de mètres cubes sur les 30 millions qu'on consomme, ça fait toujours 1 million d'économiser dans la ressource originelle de la nature. Donc c'est très important de faire ça. Donc il y a vraiment le premier avantage de la régie, c'est un avantage écologique. Le deuxième avantage de la régie, c'est un avantage social. C'est-à-dire que l'eau est une ressource fondamentale et tout le monde, toute personne humaine, quel que soit son statut administratif, doit avoir accès à l'eau, car si vous n'avez pas d'eau, en 3 jours, vous mourrez. D'accord ? Donc tout le monde, c'est la base même de l'humanisme. Il y a plein de textes, même dans l'Antiquité, qui disent ça. Bon. Donc, garantir l'accès de tous à l'eau. Alors prenons un cas limite. On a intégré, on a mis 40 fontaines publiques. Parce que les fontaines disparaissent. Vous avez remarqué, à Lunel, elles disparaissent comme partout. Donc rétablir des fontaines publiques. Alors, quand j'ai dit ça, certains maires, parce que quand même la majorité des maires de la métropole de Montpellier sont de droite, hein. Les autres, là, ils sont de droite. Voilà. Et comme voilà, ils sont contraints, ils font semblant d'être d'accord avec ce que je dis. Bon, et quand je leur dis vous allez mettre des fontaines, ah ben les gitans vont venir se servir. Ah, les gitans, ils servent les gitans. Voilà. Les gitans, alors vous voyez les gitans faire la queue pour prendre de l'eau pour la revendre par exemple. Voilà. C'est une histoire de fou. Et donc je leur dis ben écoutez, vous n'avez pas de fontaine, je ne peux pas imposer à une commune, je ne peux pas dire d'un côté dans mon bouquin libre administration des communes et imposer à une commune de droite. Je dis ben c'est aux citoyens de régler son compte à ces mecs, pas moi. Donc les communes qui ont accepté, on l'a mis. Et puis au bout de 3-4 ans, on a fait le bilan. Est-ce qu'il y a eu une explosion de la consommation? Ben non. Parce que cette eau des fontaines, elle a une double fonction. D'abord, elle permet à toutes les personnes qui sont sans domicile fixe, qui ont de mauvaises conditions, qui n'ont pas des conditions pour se laver, etc., d'avoir un accès à l'eau. Et je vous signale, alors c'est peut-être moins vrai à Lunel, mais à Montpellier, il y a des milliers de personnes qui sont à la rue. Un peu plus d'un millier, d'accord? C'est pas une petite affaire. Bon, ils ont accès à l'eau. Ça, c'est une condition. Puis c'est même une obligation de la loi, je vous signale, en plus. Bon. Deuxième chose, il fait chaud chez nous. Il fait chaud, l'eau rafraîchit. Donc, moi, il m'est arrivé d'aller en ville, après avoir traversé la place de la Comédie, hein, c'est quand même, par temps de canicule, c'est une épreuve, parce qu'il n'y a pas d'ombre. Quand vous arrivez de l'autre côté, je vais à la fontaine, boire un coup, voilà, donc ça rafraîchit. Chez moi, je suis le long du chemin de Saint-Jacques, donc j'ai plein de promeneurs, ben, ils s'arrêtent à la fontaine. Ils prennent leur gourde, etc. Donc ça remplit une fonction multiple. Donc l'accès de l'eau à tous est une préoccupation fondamentale. Ça signifie, ensuite, la deuxième chose, c'est que tout le monde soit responsable de l'eau. Tous les ménages. Donc on est à fond pour les compteurs individuels, que les gens ne payent pas, que la régie installe. Il y en a qui font payer. On ne fait pas payer le compteur. On fait payer l'abonnement, 18 €. On est le plus faible de tout le sud de la France. 18 € d'abonnement. Et les gens ont un compteur. Ça signifie qu'ils peuvent maîtriser leur consommation d'eau. Alors que parfois, quand vous êtes dans un collectif où il n'y a pas de compteur individuel, c'est la charge à la fin. Alors on vous dit, ah ben vous avez consommé, mais vous n'avez pas de vérification. Et puis en fait, c'est celui qui consomme trop qui fait payer celui qui consomme moins. Voilà, puisque c'est mutualisé. Donc il faut qu'il y ait des compteurs individuels. Et après, il faut une nouvelle tarification. C'est là que j'en viens, social. Donc, quand je suis arrivé avec mes mètres cubes gratuits, ça provoquait la panique. Hein. Ben, c'est dans le programme de la France Insoumise. Moi, j'applique le programme. 15 mètres cubes gratuits. Pas 15. Il faudrait 50. Mais bon, 50, je n'ai pas les moyens de les payer. Parce que j'ai rien d'autre que les ressources. Facture, d'accord? Je ne peux pas utiliser l'argent
aller imposer le milliardaire Altrad qui paye. On peut pas. Bon, c'est pas possible. La loi me l'interdit. Donc, il ne faut pas que je pèse trop. Donc j'ai calculé, on a calculé une étude économique, et on s'est dit on peut faire 15 mètres cubes gratuits, ce qui donne un signal. Et ensuite, de 15 mètres cubes à 120 mètres cubes, on paye moins d'1 euro, on paye 0,90 le mètre cube. De 120 mètres cubes à 240 mètres cubes, on a une petite élévation du prix. Et à partir de 240 mètres cubes, on frappe. Parce qu'on avait fait une étude préalable. Certains, bonnes âmes, de droite aussi, ah, tu taxes les familles nombreuses. Vous imaginez les familles nombreuses, ils sont sous la douche en permanence, c'est bien connu. D'accord? Ils laissent couler le robinet, bien connu. Alors, donc on a fait une étude sur la consommation en familles nombreuses. Alors déjà, il a fallu en trouver, on en a trouvé. On a trouvé même une famille avec 7 enfants. Bon, c'est pas mal. Bon, des familles catholiques. Hein. Vous croyez que c'est des immigrés, tout ça? Non, c'est des bons catholiques, royalistes, machin, du cœur, voilà, ils ont 7 enfants. On a trouvé d'autres avec 5, d'autres avec 4, voilà, on a calculé. Aucune ne dépasse 240 mètres cubes. Ceux qui dépassent 240 mètres cubes, l'étude sociologique qui a été faite par une chercheuse qui est dans notre conseil d'administration, c'est qui? C'est les grandes propriétés avec piscine. J'en connais un chez moi, il a 2 piscines chez lui. Alors, je le connais, donc je suis allé frapper à sa porte. Donc, frapper à sa porte, pas une porte, c'est un truc gigantesque. 2 piscines. Et il dépense 800 mètres cubes. Alors, je connais un peu. Je suis allé le voir, j'ai dit salut, bonjour monsieur le maire, qu'est-ce qu'il y a? Je dis ben bonjour, voilà, je viens vous voir un peu parce que vous dépensez 800 mètres cubes, je ne veux pas vous contrôler, bon, j'ai pas trop le droit de le faire, mais bon, 800 mètres cubes, comment vous faites quoi? Il me dit, je sais pas. On s'en fout, mais il paye. Je sais pas. Donc je rentre chez lui, on voit un coup, il est correct, voilà, il est très riche, correct, ça arrive aussi. Bon, donc il me fait 2 piscines. Une grande pour les grandes nages, parce que lui il aime nager, et sa femme, c'est plutôt jacuzzi, machin, donc l'autre piscine. Chacun leur piscine, incroyable. Bon. Et au moment où j'y étais, il était midi, moins quart, c'était au mois de juin, et ça tournait partout, ça arrosait. Je dis, mais il ne faut jamais arroser dans la journée, vous brûlez l'herbe. Ah bon, je sais pas, voilà, c'est mieux, j'ai un gazon anglais à Gravel. Donc, je lui ai expliqué. C'est pas possible. Et puis l'année prochaine, vous allez avoir un tarif, vous allez voir. 800 mètres cubes, vous multipliez votre prix par 10. Allez, par 10, ben voilà. Parce qu'il a beau être riche, il compte ses sous aussi quand même. Donc, il a vraiment... j'ai senti que j'avais posé la question. Et l'année dernière, je le croise. Il vient me voir au marché, là, parce qu'il fait aussi ses courses au marché, et il vient me voir, puis il me dit « Ah oui, monsieur le maire, voilà, j'ai regardé, je suis passé à 200 mètres cubes. » C'est bien, c'est bien. Bon, avec sa femme tout seul, il pourrait faire 60 mètres cubes. Hein. Voilà, c'est ce que fait un couple seul, 60 mètres cubes la moyenne, voilà. Donc, même avec sa piscine. Après, je l'ai vu sur sa piscine, et je lui ai dit « le pisciniste, il vide la piscine chaque année. » Je suis malade. Une piscine, vous la traitez pour qu'elle se renouvelle. Une piscine, ça peut durer 15 ans, 20 ans, l'eau. Il y a un peu d'évaporation, vous complétez, mais c'est pas beaucoup. Il ne faut pas consommer ça. Je lui ai dit, il y a des gens qui... L'eau va manquer, vous avez vu les incendies, etc. Donc même lui, la prise de conscience est venue, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça, la nouvelle tarification. Elle a permis une prise de conscience. Et en même temps, pour 80% des gens, le prix de l'eau à payer, alors que et j'arrive sur le dernier argument, parce que... Bruno ne s'est pas encore réveillé pour me faire taire. Ça va pas tarder. Et donc, le dernier argument, c'est que, économiquement, voilà, toi tu diriges un peu une entreprise, donc tu sais ce que ça veut dire. Pas mépriser la dimension économique. Elle n'est pas nécessairement antinomique avec l'écologique et le social. Économiquement, la régie est plus efficace. Et je vais vous démontrer pourquoi. Nous n'avons pas d'actionnaires. Donc pas de dividendes. Je fais le calcul, hein, Veolia, ils sont des actionnaires. Et donc, comme ils font un service, l'entreprise privée vous dit je dois payer les propriétaires de mon entreprise. Je ne peux pas dire non. À la limite, c'est même pas du vol, c'est logique dans le capitalisme. Une entreprise paye ses actionnaires. Ben, nous, on n'a pas d'actionnaires. Premier problème qui est réglé. Deuxième problème, nous n'avons pas d'impôt sur les sociétés. Ton entreprise paye un impôt sur les sociétés. D'accord. Voilà. C'est bien, qu'elle paye. Mais
Nous ne sommes pas une société. On ne paye pas d'impôt sur les sociétés. D'accord? Nous n'avons pas de frais de siège central à Paris. Parce que j'ai bien étudié les comptes de Veolia. Il y a une ligne qui s'appelle frais de siège de recette. En fait, c'est du transfert financier. D'accord? Nous n'avons pas de filiales. Eux, ils inventent des tas de filiales. Et c'est un moyen de transférer des fonds pour ne pas être imposé sur le principal. Rien. Tout le fric. Alors, les conseils d'administration de la régie. Je suis président de la régie. Indemnité du président de la régie, 0 €. C'est la loi. Alors il y en a que j'aurais demandé de venir au conseil d'administration, et quand ils ont appris qu'il n'y avait pas d'indemnité, ils ne sont pas venus. Et alors que les maires, les conseils communautaires, tout ça, les syndicats d'eau à droite à gauche ont tous des indemnités. Nous, c'est 0, c'est la loi qui l'impose. On a des indemnités de maires, d'élus, de machin, ça suffit. Pourquoi avoir une indemnité de plus? Voilà. Donc, il n'y en a pas. Donc ça signifie que tout l'argent est remis dans la machine. Résultat, sur un budget, ça ferait rêver des gestionnaires, ça, de collectivités. Sur 100 € de recettes, j'en ai 55 pour faire tourner la machine, c'est-à-dire pour payer les ouvriers, pour faire les factures, pour tenir le centre d'appel, pour pouvoir faire les petites réparations, intervenir sur les fuites, tout le courant, le fonctionnement courant. J'ai que 55 € sur 100 € qui me sert au fonctionnement. Les salariés, on a pu monter en compétence, on a 200 salariés, c'est-à-dire le double de ce que faisait Veolia. Donc on n'a pas reculé. Voilà. Ils ont les mêmes niveaux de rémunération que Veolia, avec une semaine de vacances en plus. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Ça ne les empêche pas de revendiquer sur d'autres trucs, voilà, mais ça c'est autre chose. Voilà. Bon. Donc on a ça. Et les 45 € qui restent, vous avez attendu 55 sur 100, qu'est-ce que vous faites des 45 € qui restent? Totalement réinvestis. Pourquoi? Parce que par exemple, vous allez à Montpellier, j'imagine que vous ne rentrez plus en voiture dans Montpellier parce que c'est impossible, et donc vous montez dans des transports en commun, il y en a beaucoup, d'accord? Bon. Comme vous êtes de Lunel, ils ne sont pas gratuits pour vous. Bon, vous payez un peu, montez dans le transport en commun. Vous avez vu la nouvelle ligne? Quand il a commencé avec sa nouvelle ligne, moi j'étais pour cette nouvelle ligne, il arrive, il dit voilà, planification des travaux, etc. Moi j'ai levé la main, j'ai dit ok, on change sous la ligne tous les réseaux. Ben, on va en profiter, sinon il faut attendre 50 ans pour changer le réseau, d'accord? Que cette ligne vieillisse, c'est qu'il faille faire des travaux de rénovation. Donc on change tous les réseaux. Si les réseaux ont moins de 30 ans, c'est vous qui payez TAM. C'est vous qui payez. Parce que un réseau, ça dure 100 ans. Donc c'est vous qui payez. Tous les réseaux qui sont au-dessus de 30 ans, ils ont à partir de 50, ils commencent à s'épuiser. Faire attention, il y a des fuites et tout. C'est nous qui payons, la régie. On a changé tous les réseaux qui sont sous le tram. Vous voyez? Il refait une rue, X, toutes les communes. Une commune refait une rue. Hop, 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 hop. Le réseau d'eau, quel âge il a, comment il va, on le refait. Donc c'est chiant pour les gens parce que ça fait ralentir les travaux. Mais c'était fondamental. Résultat, on avait un taux de fuite qui était de 21%, c'est-à-dire qu'il y avait 79% de rendement. Ça signifiait qu'il y avait, sur 100 litres, il y a 21 litres qui disparaissaient, qu'on traitait, qui avaient un coût pour nous, et qui n'arrivaient pas chez les gens. Bon, il y a des villes pires, la ville la pire, je crois que c'est Nîmes, avec un taux de 60%. Mais voilà, c'est 40% qui s'évanouissent. Bon, donc je sais pas, il faudrait connaître le taux, il faut se renseigner ici, il faut connaître le taux, il faut les interroger, il ne faut pas que ça soit opaque, voilà. Et maintenant, on a un taux de fuite de 13%. On est passé de 21 à 13, à cause de ça. Donc c'est le réinvestissement. L'usine Vallée d'Eau, on l'a construite entièrement. Cette mandature, elle est rentrée en fonction en juillet 2024. Elle a commencé à être construite en 2020. Voilà. Bon, 27 millions d'euros. La grande usine d'assainissement qui s'appelle Maera, si c'était à refaire, je ne ferais pas cette usine. Voilà. Elle récupère y compris la mer de Assas, donc ça fait des kilomètres d'eau usée, c'est une aberration. Mais c'est comme ça, parce qu'elle est là, on ne peut pas l'acheter à la mer, on est obligé de faire avec. Donc on l'a rénovée complètement, 160 millions d'euros. Alors,
vous allez vous dire, vous êtes vachement endetté. Pas du tout. Dans l'eau potable, j'ai un ratio d'endettement de 2 ans. Il n'y a aucune commune qui a 2 ans. On est tous à 10, 12, 14. Là, parce que les banques, il n'y a pas de banque publique. La banque privée, elle vous prête que si vous avez des excédents. Vous ne prête pas facilement. Et vous payez un taux d'intérêt. Donc là, on a 2 ans. Dans l'assainissement, je suis à 7 ans. Donc ça signifie qu'on a... C'est économiquement efficace. Pour un gestionnaire qui n'a pas... Si vous vous retrouvez en face de gens qui n'ont pas la fibre écologique ou la fibre sociale, sortez l'argument économique. C'est valable. Donc voilà, c'est une démonstration. Alors, dans le bouquin, j'y consacre un chapitre. Il y a Sodol qui voudrait que je lui envoie par mail, voilà, le chapitre, pour qu'il puisse le répercuter. Voilà, il y a un chapitre là-dessus, parce que c'est une expérience, la régie publique. Voilà, alors, maintenant, il y a des progrès à faire. Ce que j'aimerais, c'est retrouver l'esprit du référendum de 2013. C'est-à-dire retrouver une mobilisation citoyenne sur l'eau, autour des nouveaux enjeux de l'eau. Je pense aux inondations, je pense à la préservation de la ressource, je pense à la qualité, que les gens puissent en discuter, qu'on puisse faire avec eux des prélèvements, qu'on leur donne le résultat des prélèvements, qu'on leur explique, parce que c'est des chiffres incompréhensibles pour les gens, d'accord? Le degré et la qualité de l'eau, et qu'il y ait une sorte de saisine citoyenne de cet enjeu. Voilà. Aujourd'hui, je ressens, je parle aussi de ce qui ne va pas, je ressens personnellement une sorte de délégation de pouvoir. Les gens me disent « Ah, c'est bien, tu t'es bien occupé de l'eau, passe à autre chose. » Tu vois? Démerde-toi. Donc, c'est souvent. Vous verrez quand vous serez à la tête de la ville de Lunel. Ouais, pourquoi pas. Et donc, voilà, c'est possible, parce qu'il y a tellement de crises chez les autres que, voilà, vous êtes dynamique, possible. Il y aura, le premier enjeu, c'est celui de Mitterrand en 81. On élit Mitterrand. Il y avait un vrai mouvement populaire pour cette élection. Et le lendemain, démerde-toi. Pas de mobilisation sociale, pas de mobilisation citoyenne. Comme ça, en 83, quand il tourne et qu'il devient libéral, personne ne réagit. Donc il faut garder cette leçon en tête. Et dès qu'on est élu quelque part, la question qu'il faut se poser, c'est comment je mobilise les citoyens sur les enjeux. Et parfois, on l'oublie. Et là, au niveau de la régie de l'eau, on a un bon conseil d'administration, mais ce que j'aimerais, c'est créer par quartier des vraies assemblées sur l'eau. Par ville, par quartier, etc. Alors, voilà, les journées ont 24 heures, donc c'est difficile de tout faire, mais ça manque pour qu'il y ait une vraie mobilisation. Et vous verrez que c'est une mobilisation qui est possible. Voilà, j'ai été trop long et je m'excuse. Voilà. Un verre d'eau, ça me... Sur l'agence de l'eau. Ah ouais. Une précision, oui. Bruno me dit un truc juste. En tant que vice-président à l'eau et président de la régie des eaux, j'appartiens au bureau de l'agence de l'eau qui est... si vous prenez votre facture d'eau, allez, on va commencer par le concret. On va appliquer à nous-mêmes notre principe. Vous prenez la facture d'eau. D'ailleurs, c'est intéressant, vous faites une réunion autour de la facture d'eau. C'est intéressant. Il y a une ligne consommation d'eau potable. Alors, c'est très faux. Parfois, c'est fait de manière à ce que vous ne compreniez pas. Donc, il faut chercher, mais on trouve. Consommation d'eau potable. 65 ça vaut tant. Ok, merci. Ensuite, assainissement. Comme on ne peut pas mesurer les eaux usées qui sortent de chez vous, on ne peut pas les mesurer, on mesure l'eau potable, on vous applique l'eau comme si l'eau repartait tout. Alors si vous arrosez vos plantes avec, l'eau ne repart pas, mais c'est pas grave, c'est le principe. Vous payez l'assainissement, vous payez une TVA sur l'eau, ça doit être 10%, elle est avantageuse. Vous payez une TVA sur l'assainissement, c'est 15%. Et puis après, vous avez un truc qui s'appelle redevance de l'agence de l'eau, qui est un pourcentage. C'est une très bonne chose, ça a été inventé en 64 et finalisé par la grande loi de 92. Et cette redevance, elle finance ce qu'on appelle l'agence de l'eau. Et l'agence de l'eau, elle n'a pas le droit d'utiliser cet argent autre chose que pour l'eau. Elle subventionne les territoires, soit qui font des efforts et qui font un investissement pour économiser la ressource,
qui font un investissement pour faire diminuer les fuites, ou qui ont un gros problème parce qu'ils ont beaucoup de tuyaux. Par exemple, les communes les plus rurales, vous en trouverez dans l'agglomération de Lunel, des communes qui sont rurales et qui ont une grosse extension et peu de population. Le résultat, c'est qu'ils ont des tuyaux plus longs, donc qui pètent plus, et ils ont moins d'habitants pour les payer. Vous comprenez? Donc il faut les aider. Et donc l'agence de l'eau sert à ça. Donc Montpellier joue un certain rôle avec sa régie publique. On a demandé d'aller à l'agence de l'eau. Donc cette agence de l'eau, elle est à Lyon et elle couvre tout le bassin versant qui s'appelle Rhône-Méditerranée-Corse. Ok? Et voilà, c'est à la fois tous les fleuves plus côtiers de la Méditerranée, de Menton jusqu'aux Pyrénées, et le Rhône, voilà, qui est quand même majestueux. Le Rhône, gigantesque, le Rhône. Il y a un très beau texte de César quand il traverse le Rhône. La puissance du Rhône, c'est magnifique. Voilà. Et le Rhône, il y a de quoi faire. Donc le Rhône, aujourd'hui, est en train d'évoluer. Il évolue lentement, ce qui fait que nous ne verrons pas ce qui va devenir, mais on peut le prévoir. Donc si, en 2150, le Rhône aura changé de système. Pourquoi? Parce qu'il y a la fonte des glaciers, et que le Rhône est en partie un fleuve glaciaire. C'est-à-dire qu'il a pour origine les glaciers de la Suisse et de la France. Si vous prenez l'Isère, il y a un glacier à l'origine. Si vous prenez la Drôme, il y a un glacier à l'origine. D'accord? Et tous les fleuves qui viennent de la Haute-Savoie sur le Rhône, ils ont un glacier à l'origine. Et le Rhône lui-même, avant le lac Léman, il est originaire glaciaire. Or, en 2100, il n'y aura plus un seul glacier. Ok? Avec la température actuelle. Okay. Donc, avant, le système du Rhône est simple, c'est qu'il y a de la neige qui tombe. Alors cette année, c'est tout le contraire qui se passe. Hein. Bon. Mais il y a de la neige qui tombe, la neige fond, et donc, elle nourrit la rivière. Et puis ensuite, pendant l'été, une partie du glacier fond. Ce qui fait que vous avez... Le Rhône est un fleuve qui est froid. C'est pour ça que les centrales nucléaires l'aiment bien. Parce qu'une centrale nucléaire, elle doit refroidir. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y en a plusieurs le long du Rhône. Okay? Ça refroidit. Surtout après l'arrivée de l'Isère, elle se refroidit encore. Et la question qui se pose, c'est que le Rhône est en train de se réchauffer. Parce qu'il n'y a plus ce système. D'abord, il y a moins de neige. Et la fonte des neiges va très vite. Et ensuite, c'est le glacier qui fond. Alors au début, on ne s'en est pas aperçu parce que le glacier en fondant, il est plus froid que la neige. Donc on ne s'en est pas rendu compte. Et maintenant on s'en rend compte parce que le débit du Rhône a baissé et le débit et la température du Rhône a augmenté. Bref, en 2150, le Rhône ne sera plus un fleuve glaciaire, ce sera un fleuve pluvial. Il dépendra du rythme des pluies, comme la Loire, comme la Seine. Ok? Donc, aujourd'hui, nous vivons avec le Rhône. Le Languedoc ne s'est développé que grâce à ce canal. Le Languedoc, si vous lisez les textes sur le Languedoc du 19e siècle, c'est un pays pauvre, sec, pas grand-chose pousse, il y a beaucoup de moustiques, d'accord? C'est très difficile. En 1952, il y a encore la malaria dans les étangs. Et c'est le canal du Rhône qui a été un facteur qui a amené de l'eau, et en amenant l'eau, à modifier le Languedoc. Et le Languedoc est devenu un pays développé, de tourisme, mais aussi de villes, de vie, de viticulture, d'agriculture, ça s'est développé. Donc, le canal du Rhône a joué un rôle essentiel. BRL, qui gère ce canal du Rhône, a un capteur, je ne sais plus comment s'appelle le bled où il y a le capteur, dans le Rhône, c'est une usine magnifique, je suis allé la voir, une tonne d'eau qui passe. Il a un droit de pompage dans le Rhône, il n'en utilise que le tiers. Okay? Parce que le Rhône, avant qu'on n'ait plus de Rhône, il faut plusieurs siècles. D'accord? Mais on faudra s'adapter. Mais il n'en utilise que le tiers. Et aujourd'hui, il y a une discussion. Parce qu'on a une sorte de permissivité dans le Languedoc que Frêche développait comme idée. Et je l'avais contredit, il n'aimait pas ça qu'on contredise. Et contredire, il disait, ouais, il n'y a plus de problème, il y a Rhône. Donc on peut irriguer partout. Et je disais,
disait, mais il y a le changement climatique. Et il était plutôt sur la ligne de, comment il s'appelait, Allègre, qui disait qu'il n'y a pas de changement climatique. Après, ils ont dit, d'abord ils ont dit, il n'y a pas de changement climatique. Après, ils ont dit, oui, il y a un changement climatique, mais c'est dû aux variations des tempêtes solaires. Et puis après, ils ont dit, oui, il y a un changement climatique, mais en fait, la technologie, c'est le discours actuel, la technologie permettra de faire face. Et puis un jour, on dira, ben, le changement climatique nous est tombé sur la tête, et puis on sera bien obligé de le reconnaître. Donc il ne faut pas écouter leur discours. Ils disent, non, il y a le Rhône, il y a le Rhône. Et je dis, non, à quoi Domitia alors? À quoi Domitia doit aller à Barcelone? C'est fraîche, quoi. On doit aller à Barcelone, on va amener à l'eau à tout le monde, il y a le Rhône, il faut qu'on prenne tout l'eau qu'il y a dans le Rhône, ça va réveiller, puis il y aura toujours de l'eau. Développer ce thème-là, parce qu'il n'était pas menteur, il était de son époque. Il n'y avait pas que lui qui disait ça, vous voyez ce que je veux dire? C'était faux. Et déjà, on était toute une bande à dire c'est faux, ça va changer. Et ça a changé. Et aujourd'hui, au bureau de l'agence de l'eau, il y a une discussion qui est ouverte, qui a foutu le bordel. Parce que, qui est venue de l'administration elle-même. Et si on bloquait la prise dans l'eau, c'est-à-dire que vous prenez un tiers et vous ne prenez pas plus même. Débrouillez-vous à répartir ce que vous avez. Alors là, ça fout la panique dans le Languedoc, vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout le monde est là, et amenez-moi un tuyau. Les viticulteurs, amenez-moi un tuyau pour que je continue les cépages d'autrefois. Non, il faut changer les cépages. Il faut prendre des cépages adaptés au changement climatique. Oui, ben, il faut soutenir les viticulteurs pour les aider, les financer dans cette activité, mais il faut s'adapter au changement climatique. Donc vous voyez que l'eau, c'est un enjeu transversal qui touche toutes les activités humaines. Vous voyez ce que je veux dire? Réfléchissez au PO quand ils ont interdit les piscines l'année dernière, ou il y a 2 ans. Comment faire du tourisme? Je sais plus de piscine. Vous voyez ce que je veux dire? Les mômes, ils ne vont pas les camper dans un endroit où il n'y a pas de mer et la piscine est vide. C'est pas possible. D'accord? Donc, c'est dramatique pour l'économie locale, pour le travail local, pour tout le monde. Donc, il faut absolument avoir une vision globale de l'eau. C'est ça peut-être que tu souhaitais dire. Oui, c'est ça. Une vision globale au niveau de tout le bassin versant. Alors, bon, merci René qui a bien développé tout ça. On voit que l'eau, quand même, c'est un enjeu majeur. Notre programme, on a quand même pas mal développé. D'ailleurs, une annonce, j'en profite, parce que là, il y a un peu de monde. Le site est en ligne, donc à partir d'aujourd'hui. Alors, tout le programme n'est pas encore... il y a des choses que l'on doit finaliser. Et donc, petit à petit, vous allez avoir non seulement les candidates et les candidats de notre liste, mais ensuite vous allez avoir aussi l'ensemble, ça va être par thème programmatique, et donc vous pouvez dérouler et vous informer comme ça sur l'ensemble de ce que l'on va proposer pour les prochaines élections municipales, et si on est élu, et bien, ce que l'on va mettre en œuvre surtout. Alors le débat est ouvert, on se donne, allez, demi-heure. Allez, ben, une demi-heure. Et on prend les questions, peut-être 2-3 questions, et puis après, René peut répondre ou on répondra ensemble. Voilà. À qui la parole? Bon, je vais prendre la deuxième question. La première question, elle est toujours difficile à venir. Voilà. Je vais prendre la deuxième. Est-ce que la deuxième question, c'est est-ce qu'on a, à ce jour, LFI, est-ce qu'on a une vision de ce qui est déjà fait opérationnellement sur l'UNED, sur l'UNED, de ce qui est fait et de ce qui reste à faire concrètement, parce qu'on peut avoir des grandes idées complètement complètes au projet, et il va falloir, pour revenir sur le sujet économique, quantifier un peu ça et le planifier. On sait que jusqu'en 2030, on est toujours soumis à cette DSP. Ah, c'est 2030 la date? Je crois bien que c'est 2030 DSP. Mais bon, ça nous laisse le temps de réfléchir. Mais ça serait, il me semble que ça serait bien, enfin, René qui nous dira ton avis, mais là, pendant la campagne, ça serait bien d'avoir des éléments chiffrés. Mais déjà, on sait que c'est 2030, on sait qu'on a quelques années pour se préparer, du coup, et on peut se faire compte de s'y préparer. Mais quelle est la situation aujourd'hui et où est-ce qu'il faut aller? Est-ce qu'on a déjà ce bilan aujourd'hui? Alors, premier point. Ça pose une question de fonctionnement déjà et de démocratie. C'est-à-dire que la municipalité actuellement a décidé de reconduire donc le contrat avec Veolia juste avant les élections, puisque ça s'est fait récemment. Donc ça nous projette et ça nous oblige quelque part à accepter une situation qui finalement n'a pas été discutée avec l'ensemble de la population. Il n'y a pas eu de débat là-dessus. Donc déjà, il y a un gros problème de démocratie. C'est-à-dire que nous, on porte déjà au niveau de notre liste
de modifier totalement ce genre de fonctionnement. Ils auraient pu faire une prolongation, hein, je crois que c'est tout à fait possible de prolonger un contrat sur une durée déterminée, et de dire, eh ben, puisqu'il y a des élections, on verra après les élections, là, puisque c'est une décision qui engage tout le monde, et les conséquences, en fait, on va tous vivre avec cela. Voilà. Et nous, notre proposition, on sait très bien que dans notre proposition, on va pouvoir envisager, avant la fin du mandat, parce qu'on risque d'avoir un mandat non pas de 6, mais peut-être 7 ans, puisqu'il y aura les élections aussi présidentielles qui vont avoir lieu, hein, dans tous les cas. Si encore un président de la République. Si encore un président de la République. Mais dans tous les cas, donc, on aura la possibilité, un, d'enclencher le débat avec l'ensemble de la population, et deux, expliquer effectivement avec les arguments qui sont développés là aujourd'hui, puis que l'on aura le temps de développer, d'expliquer véritablement pourquoi c'est utile d'aller vers la direction de la régie publique de l'eau, et avec tout ce que ça comporte. Voilà. Donc, on a les propositions qui sont expliquées, notamment, vous avez le premier tract là qui est sorti, vous allez retrouver les propositions dans le programme, et notamment sur la gratuité des premiers mètres cubes, c'est tout à fait réalisable. Et on sait très bien, voilà, vous l'avez là-bas, c'est sur la table, voilà, en 2 mots. Si vous arrivez à dégager, à sortir des documents comptables sur le fonctionnement de la régie, j'ai quelqu'un qui peut vous les analyser. D'accord. Ça peut vous être utile. Sur la délégation. Troisième question. C'est pas une question, c'est une affirmation. J'ai vécu 6 ans en Guadeloupe, et en Guadeloupe, le taux de perte est de 70%, plus des problèmes de pollution majeure, de chlordécone, etc. Et la régie, il y a un autre problème aussi, c'est des coupures d'eau massives et importantes. Et la régie, la seule, il y a tout un partenaire, qui est une sorte de régie, mais pas vraiment une régie. Et en fait, la seule commune qui avait toujours de l'eau, c'était Trois-Rivières, qui était en régie communale. C'est la seule du Guadeloupe qui avait toujours de l'eau. C'est un bon argument. Super. Allez. L'eau est devenue une compétence communautaire. Comment est-ce que ça s'articule en fait pour la gestion? Comment la commune de Vinal a pu prendre cette décision alors que c'est plus de ses compétences? Alors, il faut bien comprendre que les communautés de communes, les agglomérations et les métropoles, c'est les 3 niveaux qui existent d'intercommunalité, ce sont des établissements publics de coopération intercommunale, des EPCI. Il faut le rappeler. C'est-à-dire que c'est coopération intercommunale. Je privilégie toujours la commune, mais il peut être logique qu'on gère des choses à l'échelle d'un bassin plus large. Alors moi, j'aimerais que l'eau soit gérée à l'échelle d'un bassin versant, des sous-bassins versants. Bon, enfin, aujourd'hui, c'est pas ce qui existe, mais ça serait bon. Vous avez tous vu que c'est ce que proposait dans la campagne présidentielle Mélenchon. Il disait, il existe déjà des structures régionales, c'est les bassins. On pourrait déjà gérer l'eau de manière régionale avec les bassins versants. Donc voilà, mais ce n'est pas ce qui existe, parce que parfois, le découpage des unités administratives, voilà, les nappes d'eau n'ont pas eu l'intelligence d'obéir au découpage administratif. Donc elles les passent par-dessus, donc par-dessous plutôt. Et donc on est obligé de s'adapter. Donc ça signifie que les communes doivent s'imposer dans cette coopération. La collectivité intercommunale n'existe que par la volonté des communes. C'est très dur à faire comprendre. Parce qu'il y a eu une gestion bureaucratique de l'intercommunalité qui fait qu'on dit « Ah, c'est la compétence de l'intercommunalité ». Alors chez nous, c'est encore pire, c'est métropole, c'est un mot qui fait peur, quoi. Ah, ça, c'est pas nous, c'est la métropole. Alors moi, je ne supporte pas les maires qui se présentent aux élections et qui disent « Ah, mais ça, c'est pas moi, c'est la métropole ». Les gens gueulent contre un truc « Ah, mais c'est pas moi, c'est la métropole ». Bah, vous avez l'eau, vous avez l'assainissement, vous avez les transports, vous avez les déchets,
vous avez la culture, vous avez beaucoup de choses. Donc si, à la fin, le citoyen, il dit bah, pourquoi tu te présentes? Tu ne sers à rien. Si c'est pas toi. D'accord? Donc, le maire, il est élu, il est membre de la collectivité. Donc, il peut faire un blocage, il peut poser le problème, il peut imposer des choses. Voilà, ça arrive, même dans les collectivités où il y a des majorités, des oppositions. C'est ce que je veux dire, on peut jouer. Donc, il faut absolument jouer ce jeu collectif. Voilà. Et ouvrir le débat en disant, voilà, en 2030, si c'est 2030, le contrat de DSP s'achève, nous devons organiser un débat public, vous les prenez comme ça, au lieu de dire, je suis pour la régie et rien d'autre. On organise un débat public pour savoir si on renouvelle la DSP en faisant le bilan, ou si on fait une régie, on fait le débat commune par commune, et après, on fait voter les citoyens. Ils seront mal à l'aise, vous dites ça. Ils auront du mal à dire non à ça. D'accord ? Et comme ça, vous avez quand même 4 ans pour entretenir la discussion, et ensuite, regardez, Estrosi, il a fait une régie. Oui, il a fait une régie. Parce que Veolia voulait, il y avait un désaccord avec Veolia, voulait lui faire cracher quelque chose, il n'a pas voulu. C'est pas pour des bonnes raisons, mais il a fait une régie. Je connais très bien le président de la régie de Nice, avec qui j'ai discuté, voilà, il me dit, on fait ce qu'on veut, il s'en fout, Estrosi, mais il a fait une régie. Donc, vous pouvez très bien tomber sur des élus de droite en disant, mais écoutez, la régie, c'est bien commun, vous avez le droit de vos opinions, on n'est pas les mêmes, voilà, l'une on pense ça, mais vous pensez autrement, c'est pas grave. Mais regardez, il y a des villes de droite qui ont fait des régies. Pas le problème. Vous avez des villes de gauche qui font des DSP aussi. Bon, donc la question, c'est vraiment de poser cette question de coopération intercommunale. Il faut la poser comme ça et avoir une maîtrise sur ses compétences. Moi, j'ai établi au début de cette mandature, en 2020, j'ai posé, parce que comme Delafosse arrivait, était un peu neuf, j'en ai profité pour placer des trucs, d'accord? Et donc, j'ai dit, il faudrait qu'il y ait une jurisprudence précise. Rien ne se fait dans une commune sur une compétence communautaire sans l'accord de la commune. Parce que moi, j'ai souffert de situations, je rentre dans une rue, je vois un panneau sous Sorel de la métropole, et dans ma commune, je ne sais pas ce que c'est, les travaux. Vous voyez ce que je veux dire? Je téléphone, ah ben c'est la métropole. Mais je veux savoir. Alors ils finissent par me le dire. Mais c'est pas normal. Il faut le savoir. Ça a des conséquences sur la voirie, ça a des conséquences sur la circulation, ça a des conséquences sur les riverains, ça a des conséquences de gens qui, eux, viennent vous voir, viennent à la mairie. Ils ne vont pas aller à Montpellier pour une question de voirie. Ils viennent à ma mairie. Et donc là, j'ai imposé un autre truc, c'est que dans chaque mairie, il y a un accueil métropolitain à côté de l'accueil municipal. Ça, c'est une bonne idée. Alors, ça signifie que quand vous arrivez à l'accueil de la maison commune chez nous, il y a une agente qui est payée par la métropole et qui gère les questions métropolitaines. Si quelqu'un veut changer sa poubelle parce qu'elle est cassée, veut savoir où est-ce qu'il peut prendre faire pour que le tarn soit gratuit, tout ça, machin, comme vous voulez. S'il y a le problème de l'eau, une fuite quelque part, elle sait tout de suite quel service commander. Et il y a à côté la réception communale, au même guichet. Alors que du temps de Fraîche, il avait inventé un truc incroyable, les maisons de l'agglomération. Ce qui signifiait que vous ne devez surtout pas que ça soit la commune. Parce que lui, il était pour faire la disparition des communes. Et pour que l'agglomération devienne une entité entière en elle-même. Il avait un peu une vision à la Shanghai, quoi. C'est un peu fou. Mais ça n'a pas marché. Et dès qu'on a proposé ce retour, tous les maires étaient d'accord. Parce qu'on souffre de cette distance. Donc là, vous avez les moyens de taper le poing sur la table en arrivant, même aujourd'hui dans la campagne, en disant l'UNEL doit être plus présent dans l'intercommunalité en développant cette idée de coopération. Ouais, puis c'est un peu le débat, parce que le débat, cette intercommunalité, communauté de communes, là, je pense que les élections vont être extrêmement importantes, celles de l'UNEL notamment, pour avancer sur ces questions-là. Mais nos propositions, il va falloir qu'elles s'y arrivent, c'est-à-dire qu'elles puissent aussi être partagées par l'ensemble de la population sur un territoire beaucoup plus large que celui de l'UNEL. Je reste convaincu que si l'on travaille bien, c'est-à-dire si on amorce bien ce débat, les personnes, comme c'est un peu ce que disait René tout à l'heure, vont adhérer à ces propositions. Et les maires, quelque part, vont être obligés
les maires des autres communes de se dire il va peut-être bien falloir y passer. Moi je crois en fait dans ma vie, mon expérience syndicale au rapport de force aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir argumenter, expliquer les choses correctement, et à partir du moment où les gens vont bien comprendre que c'est vraiment un bénéfice que de passer en régie municipale de l'eau, pour toutes ces raisons qui ont été exposées tout à l'heure, voilà. Sachant qu'en plus, j'ai eu quelques rencontres là dans la campagne avec d'autres maires déjà, et certains, vraiment, sont attentifs à ces propositions-là. Donc je pense qu'il faut aussi en débattre avec la population autour de nous. C'est aussi ça l'enjeu aujourd'hui, hein. C'est pas de rester dans cette salle, et c'est surtout de sortir avec nos propositions, les mélanger et surtout les partager avec l'ensemble de la population au niveau du maire. Et à partir du moment, comme d'autres propositions qui sont très intéressantes, hein, les cantines, la gratuité, etc., les premières choses comme ça, vous verrez sur le programme, mais l'idée là, c'est de sortir d'ici en maîtrisant nos propositions et les partager. Mais je reste convaincu que c'est possible de le gagner avant la fin du prochain mandat. Allez, je passe. Oui, alors j'ai une question ici. On est, pas nous, l'UNED, mais dans notre opération, il y a 3 communes qui sont touchées par la problématique des PFAS. Alors, de ce que j'ai compris, il y a 2 prestataires de DSP, de délégation de service public aujourd'hui, et on a 9 points de captage. Et sur les 9 points de captage, il y en a 2 qui ont des problématiques de PFAS. Du coup, ma question c'est comment est-ce qu'on doit faire, parce que l'UNEL, finalement, l'UNEL Aglo, c'est pas très étendu. Comment on fait? Est-ce qu'il faut fermer les captages? Est-ce qu'il faut tirer des tuyaux entre les différentes communes? Comment on organise ça à l'échelle communale, cette question de pollution? Comment on se confronte à ça? Il y a des fils, il faut savoir qui. Mais au-delà, est-ce qu'il vaut mieux pas arrêter d'utiliser les captages plutôt que continuer, enfin je sais pas, voilà. La question elle est un peu plus. Alors, nous connaissons peu ce problème, mais j'ai quelques communes qui ont leur propre captage, et donc on a eu ces problèmes. D'accord? Saint-Bresse, Villeneuve-les-Maguelones, et puis, je sais plus. Voilà. Il y a d'autres communes, Gravel, j'ai mon propre captage aussi. La question qui se trouve posée, c'est que tu as une analyse à la fois biochimique et puis bactérienne de l'eau, qui te donne le compte-rendu. Et à ce moment-là, tu as un service de l'eau qui est en liaison avec l'ARS et tu as un niveau de PFAS à partir du 1er janvier 2026 qui fait que si tu atteins ce niveau, il faut fermer le captage. D'accord? Donc c'est le niveau. Donc il faut bien connaître le relevé des analyses pour savoir si ces analyses sont besoin. Parce qu'il y a des niveaux de PFAS qui sont faibles et tu as les mêmes dans ta bouteille d'évian. Hein. D'accord? Donc il faut relativiser aussi. Bon. C'est un vrai problème, parce qu'on a une méconnaissance. Vous savez, le PFAS, c'est pas une molécule polluée, c'est la mémoire d'une molécule. Mais elle a de l'effet. Elle est supposée potentiellement cancérigène, on n'a pas la preuve. Donc c'est plutôt le principe de précaution pour les PFAS. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est des molécules qui ont cessé d'être actives et qui sont toujours présentes. Donc c'est cet aspect-là, ce qu'on appelle les PFAS. Bon. D'où leur côté polluant éternel. Comme ça qu'on les appelle. Donc ça c'est un premier aspect. Donc il faut que tu aies le relevé. Une fois que tu as le relevé, nous il y a deux captages, celui de Saint-Brest et celui de Villeneuve-les-Maguelones, qui présentaient plusieurs défauts. Il n'y avait pas que les PFAS, il y avait d'autres pollutions. Et il y avait une insuffisance, surtout je craignais pour celui de Villeneuve-les-Maguelones, parce qu'on est au bord de la mer, et que la nappe d'eau, si elle s'épuise, si elle baisse, il y a une pression de la mer, et tu as un phénomène de salinisation. Et à ce moment-là, si tu as salinisation, tu n'as plus rien. C'est fini. Plus rien ne pousse. D'accord? Donc, il faut faire attention. Et donc, à ce moment-là, c'est Sodol qui téléphone, c'est ça? Et donc, donc, à ce moment-là, tu fermes et tu te branches sur un autre réseau. Donc, tout le réseau qui vient du Lez, on a fait un branchement, on l'a rajouté à Villeneuve-les-Maguelones. Ça s'appelle la source du Flette. Je ne sais pas si tu te
me souviens, une source de flette. Donc on la fermait, et puis on l'analyse tous les ans, tous les mois. On l'analyse pour voir son évolution. On mène une campagne sur la surface, notamment tous les éleveurs de chevaux, tout ça, qui traitent toutes les activités agricoles qui sont polluantes. Okay. Et surtout, voilà, il y a une forte cabanisation à Villeneuve-les-Maguelones, avec des gens qui s'installent alors qu'ils n'ont pas le droit de construire, etc. Donc il faut suivre ça, et la campagne est en cours avec une animation, avec les droits, avec la commune, avec du contact, avec du dialogue, etc. Bon, ça fait 10 ans qu'on est dessus, c'est fermé. Pour le moment, à Villeneuve-les-Maguelones, les gens boivent l'eau de la source du Lez, qui est très bonne, d'accord? Et pendant ce temps, on voit que la ressource se reconstitue. Et c'est une grosse bulle. De l'autre côté, tu as la mer. Si ta bulle diminue, tu as de l'infiltration saline, et tu tues tout, quoi. Donc, fais très attention. Ensuite, donc, la question pour tes villages, c'est de poser la question de canalisation, il faut l'envisager, il faut mesurer le degré de pollution et les rattacher à d'autres captages, pour qu'ils viennent en secours. C'est un vrai enjeu, et je suis sûr que ça va passionner les habitants si on aborde ces questions, parce que l'eau, ça craigne beaucoup. S'il y a d'autres questions. Juste une petite question ouverte. On a sur l'UNEL une entreprise mondialement connue, c'est pour l'assainissement, qui propose des produits qui complètent l'assainissement à travers du UV. C'est UV d'eau. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Est-ce que ce genre d'outils, de procédés est utilisé sur l'assainissement à Montpellier? Je sais que l'actuelle équipe municipale a fait une modification au début de son mandat, justement, sur les évacuations de la station d'épuration, et a rajouté ce qui avait été refusé par la précédente équipe. C'était un investissement qui n'était pas très élevé, je crois qu'il y avait pour à peu près 100 000 €. Je pense qu'à l'échelle de l'UNED, ce n'est pas une grosse somme, mais l'actuelle équipe a décidé de rajouter un équipement pour dépolluer un petit peu mieux les évacuations d'eau usée en santé. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, on n'est pas technophile, mais on n'est pas pour autant technophobe. C'est-à-dire que la technique est un moyen. Donc il ne faut pas rejeter la science, comme Trump, surtout que lui il s'intéresse à une autre science, et il ne faut pas rejeter par principe. Donc il y a effectivement, je connais cette entreprise, il y en a d'autres sur le territoire du Languedoc, qui ont des procédés d'épuration très intéressants, voilà, qui vont assez loin. Bon, c'est technique, et la régie peut acheter ces produits. Elle a acheté des produits, parce que la régie ne fabrique pas, par exemple, l'usine Maera, qui a été complètement refaite, 160 millions d'euros. C'est pas nous qui faisons le béton, c'est une entreprise. Je veux dire, la régie, c'est pas... voilà, quand vous êtes une commune, que vous refaites une rue entièrement, les services de la commune, ils peuvent boucher les trous des nids de poules avec du goudron froid, mais ils ne peuvent pas refaire une rue. Une rue, c'est une entreprise qui refait la rue, donc c'est un marché public, vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est pareil, la régie fait des marchés publics, il n'y a pas de marché privé. Les contrats de travail sont privés, mais les marchés sont publics, très important. Donc c'est très contrôlé. Donc l'assainissement, ça c'est important de le faire, est à des niveaux d'épuration différents. Alors actuellement, nous on a été éligible à un truc, c'est un camion, c'est pas un camion, il vaut 100 000 €, donc c'est pas un camion, c'est un truc gigantesque, qui est long comme cette pièce, et qu'on peut déplacer et mettre dans une station d'épuration. Et il traite l'eau de manière exemplaire à tous les niveaux. Alors il y a 4 niveaux, A, B, C, D, d'accord, de niveau. En gros, ce que nos stations d'épuration font aujourd'hui sur Montpellier, c'est le niveau B. Le niveau B, c'est-à-dire que tu peux arroser les cultures, arroser les arboricultures, arroser les vignes, nettoyer les rues, faire des arrosages d'espaces verts et arroser cette horreur, c'est pas une horreur parce que j'aime ça, mais les terrains de foot qui bouffent de l'eau, c'est affolant. Bon, et de rugby aussi. Donc ça, il faut vraiment. Donc le niveau B est très intéressant. Le niveau A, c'est l'eau potable. Donc ça signifie qu'avec des eaux usées traitées, tu peux faire de l'eau potable. Simplement, ça coûte bonbon, quoi. Donc ça te ferait l'eau potable 10 fois plus cher que ta source. C'est possible. Donc, mais par contre, c'est faisable. Tu as des pays qui le font. Hein. L'Arabie Saoudite transforme l'eau usée en eau potable. Hein. Parce que voilà, ils n'ont plus d'eau. Ils désalinisent la mer et ils font ça. Donc il y a ce niveau-là. Le C et le D,
c'est les anciennes stations d'épuration. Donc il faudrait bien regarder vos stations d'épuration, à quel niveau ils sont. Qu'est-ce qu'il y a comme produit? Du phosphate, phosphore, et de l'azote. Voilà, c'est les deux trucs qui sont pas dangereux et qui sont bons pour les plantations. Trop grosse Mais, quantité, non. bah, oui, non, bien sûr, il faut voir la proportion. Mais par exemple, ceux qui connaissent Gravel, la capitale de la régie, il y a une magnifique rivière qui traverse Gravel, qui s'appelle la Mosson. Et la Mosson, j'habite à côté en plus, elle vient de temps en temps me voir. C'est pas un jour, c'est plutôt pénible ce jour-là, elle vient me voir, parce que c'est dangereux. Et j'adore la Mosson. Les enfants ont appris à marcher le long de la Mosson. Ils ont 30 et 36 ans, ils ont appris à marcher le long de la Mosson. Donc j'y tiens beaucoup à cette rivière. Cette rivière, à l'étiage, le tiage le plus bas, fin juillet, à peu près. Il y a les orages qui arrivent, fin juillet, début août. C'est bas, hein? À ce moment-là, 50% de l'eau de la Mosson, c'est la station d'épuration de Saint-Gély qui me le donne. Si je n'avais pas la station d'épuration de Saint-Gély, à certains endroits, je traverserais la Mosson à pied, elle passerait dessous. Donc à ce moment-là, c'est un facteur de sécheresse, destruction de toute la végétation, la ripisylve, destruction des espèces animales, c'est un facteur de destruction. Ouais. Donc, c'est utile. Ouais. Et puis, alors, donc, chaque année, je regarde, comme le lait sur le feu, les analyses de la station d'épuration de Saint-Gély. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un peu, ils ont une proportion d'azote et de phosphate qui est faible, et qui est correcte, qui fait que la Mosson, il ne vaut mieux pas aller voir l'eau, d'accord. Mais par contre, si ton chien va voir l'eau de la Mosson, il n'y a aucun risque, d'accord. Donc ça fonctionne. Donc il faut vraiment réfléchir à cet aspect de l'épuration. Il faut faire toutes les stations. Par exemple, la source du Lez, elle est sous un immense territoire qui est le Pic Saint-Loup, la communauté du Pic Saint-Loup. Donc on s'entend bien avec eux. Et je leur dis, attention, vous avez 4 stations d'épuration qui marchent très mal au-dessus. Et une station d'épuration qui marche mal, elle recrache des trucs dégueulasses et ça finit dans la source. Donc on est prêt à vous aider, vous donner un peu de sous, pour que nous, parce qu'on prend votre eau en fait. Et pour que votre eau soit pure, il faut que votre station d'épuration soit performante. Donc c'est un sujet qui a mis du temps à venir. C'est comme l'assainissement, ce que je vous disais, les gens s'en foutent quand ils tirent leur chasse. Les responsables aussi. Donc c'est un vrai enjeu. Il y a un autre truc, une autre question. Une rumeur dit que, qui me paraît tout à fait probable, une rumeur dit que, tu parlais tout à l'heure du canal du Baronne, qui est assez ancien maintenant, qui est en béton, qui a eu largement le temps de se fissurer ici et là tout au long de son parcours, et que donc cette eau qui est brute, celle qui est dans le canal, elle est brute, elle n'est pas filtrée, hein, donc avec tout ce qu'on peut avoir pour savoir dans le Rhône, cette eau-là, elle filtre les terres tout au long, et donc les nappes phréatiques petit à petit. Et que donc, je reviens à cette rumeur, qu'on m'a glissé dans l'oreille, nos nappes, un peu le long du parcours de ce canal du Baronne, seraient plus ou moins polluées, des rivières, à cause des fuites du canal. Est-ce qu'il y a, puisqu'il parlait tout à l'heure du BRL, si il y a un contact avec eux, est-ce que chez eux il y a une prise en compte de cette potentialité, de ce risque, voire de cette réalité? Est-ce qu'il y a un projet pour protéger justement l'environnement eu égard aux fuites du canal? Alors, BRL, c'est une compétence, enfin c'est régional. Okay, donc c'est une propriété de la région. C'est un EPIC de la région. On en fait partie. On en discute. Au début, la logique de BRL, c'était de vendre le maximum d'eau. Voilà, donc ça ne me convenait pas. Donc de 2014 à 2017, après j'étais plus dans le coup jusqu'en 2020, c'était conflictuel. Parce que nous, on n'est pas pour vendre plus d'eau, on est pour en vendre moins. Et on est pour économiser l'eau. Et je voyais qu'ils avaient une logique industrielle, comme une boîte privée. Vous avez des régies en France qui ont des logiques industrielles privées. Hein. Parce que la collectivité a donné cette impulsion-là. Il faut faire attention, c'est pas parce que vous faites une régie que c'est automatiquement vertueux, c'est la façon dont on le fait. Voilà. Je sais que c'est automatiquement plus vertueux qu'une DSP, mais il faut lui donner cette vertu. Elle ne vient pas toute seule. Donc, BRL a un peu ça. Depuis 2020, sous la pression de l'agence de l'eau, il commence à changer. Le directeur s'appelle Blanchet.
Voilà, vous discutez avec lui, il commence à changer. Il a eu ce coup de massue, vous n'allez pas pouvoir pomper plus dans le Rhône. Donc il ne va pas pouvoir vendre plus d'eau. Donc il est obligé de discuter du partage de l'eau entre tous les acteurs. Voilà. C'est une vraie discussion. Ensuite, la pollution qu'il y a dedans. Alors, le Rhône est très pollué dans Lyon et dans le sud de Lyon, la vallée de la Chimie, là. Il est très pollué, donc il y a des contrôles simples. Quand arrive l'Isère, là, au nord de Valence, la pollution se dilue beaucoup. D'accord? Et c'est moins pollué à partir de Valence. Et puis, après, vous avez un réchauffement qui est dû aux centrales nucléaires. La centrale nucléaire, elle vous prend l'eau à un quart de degré, elle refroidit la centrale, et quand elle sort, elle a plus de degrés. D'accord? Donc, non seulement le réchauffement climatique réchauffe l'eau, mais l'industrie nucléaire réchauffe l'eau. Et quand vous arrivez à Bagnols-sur-Cèze avant la capture d'eau, l'eau est plus chaude. Alors on dit c'est le sud, non, c'est les centrales nucléaires, et puis le changement climatique aussi, voilà. Et ensuite, vous avez un autre phénomène qui se produit plus bas, là, vers Arles, c'est que vous avez une salinisation progressive du Rhône. Pour le moment, elle est loin du captage. Mais si, dans un siècle et demi, la salinisation du Rhône remonte sur le captage, c'est fini, il n'y a plus de béane. Alors, sauf si vous faites une usine de dessalement du Rhône, alors c'est un truc de fou, quoi. Bon, ça coûte cher. Donc, il faut réfléchir. Donc, la pollution au captage est beaucoup plus faible. Je dis la vérité, hein, je regardais les trucs. Moi, je pensais comme toi au début, je pensais que c'était pollué, etc. Ben non, c'est beaucoup plus faible. Ceci dit, elle a un niveau de pollution avec des PFAS, etc., qui nécessite un traitement élevé. Donc, je vous ai dit l'autre jour, tout à l'heure, qu'on a construit une usine d'eau avec de l'eau du Rhône pour compenser en cas de problème sur Montpellier. Le niveau de traitement est très élevé. Hein. On a les charbons actifs, on a des membranes, on a tous les traitements, on a l'osmose inversée, on a les trois traitements essentiels. Et à la fin, une eau beaucoup moins polluée. Donc, la dépollution de l'eau du Rhône coûte cher. Ça vous fait une eau qui me revient, par exemple, l'eau du Lèze, traiter l'eau du Lèze, ça me revient 15 centimes le mètre cube. La distribuer, ça coûte plus cher. D'accord? 15 centimes. D'accord? C'est pas beaucoup, 15 centimes le mètre cube. D'accord? Je vous ai dit que les premiers mètres cubes étaient gratuits et que vous aviez après 0,95 centimes. Il y a tout le service qui va avec, etc. Donc c'est pas cher. L'eau du Rhône, ça me revient 50 centimes. Donc c'est plus cher. Mais c'est indispensable. Donc on le fait. Donc il y a un vrai problème. Moi, il faut faire attention aux rumeurs. Il y a la question, c'est que c'est une eau qui n'a pas la même qualité qu'une autre source. Donc il faut faire attention. Les fuites, j'y crois pas trop. Par contre, il se produit un phénomène, c'est que Philippe Lamour, il a prévu que l'eau se décante au fur et à mesure. Donc régulièrement, il y a un nettoyage du fond parce qu'il y a le dépôt de pollution. Voilà, c'est plus l'eau s'écoule, plus les parties lourdes et polluées vont au fond, vous dépolluez le fond. Donc ça signifie qu'il faut bien le traiter, il faut bien qu'il le fasse régulièrement, il faut vérifier qu'il le fasse. On voit des sections qui sont fermées par moment, qui sont raclées, des dragues. On le voit, Et commence à arriver des sortes d'escargots d'eau. Et donc, c'est notre usine. Un jour, on me téléphone, on me dit l'usine est arrêtée, il y a un problème. Donc, je me dis tiens, bon, on va aller voir. Je suis allé voir. Et c'était des escargots qui étaient dans le canal, qui ont été captés. Donc, maintenant, on a un système pour traiter des escargots d'eau. Je ne sais pas comment ça porte un autre nom qu'escargot. Ça ressemblait à un escargot. Et donc, il y a une grille, et puis il y a plein d'escargots autour. Donc, on rate les escargots, voilà. On les remet dans les trucs autour pour qu'ils vivent leur vie. Et voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'escargots dans nos tuyaux. Bien. Bon, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Alors déjà, merci à toutes et tous, bien sûr, d'être venus. Merci René. Franchement, c'était, je pense, en fait, tout le monde a apprécié ton intervention, que c'était vraiment très très bien. Alors, là, on aura une prochaine action de ce type. Ce sera vous pouvez le noter dans votre calendrier, ce sera le 25 février avec Gabriel Lamarck. Gabriel Lamarck, peut-être vous connaissez, je pense, qui est député dans le Rhône. Le Rhône. C'est ça. Et donc, qui va venir à Lunel.
et qui, donc, on abordera la question. En fait, le thème, ce sera gouverner les communes face à la culture du capitalisme. Alors là, vous allez voir, c'est pareil, ce sera un débat très intéressant. Et notamment, on abordera toutes ces questions, puisque c'est lié, hein, c'est vraiment les questions, comment on installe plus de démocratie au niveau de la commune, et comment aussi on fait en sorte que la population puisse s'exprimer de façon permanente sur tout ce qui les concerne. C'est ça surtout l'essentiel. Voilà. Merci René. Donc juste un mot. Ah oui, pardon. Si vous, là il y a mon bouquin. Il coûte en fait dans le commerce 12 €. Les droits d'auteur, c'est pas pour moi, c'est pour la collectivité politique, sont 2 €, donc vous pouvez l'acheter 10 €. C'est plus simple, ok. Et vous donnez le fric à Cédric. Il est là, Cédric? Ici. Il est venu avec moi. Donc c'est Cédric qui fait la vente. Ok? Voilà. Tu peux faire une Et puis je peux vous faire une petite dédicace si ça vous amuse. Voilà.